Bienvenue à la série de webinaires sur la productivité de ConstruForce Canada. Chaque épisode portera sur un aspect de la productivité. Nous espérons que vous les trouverez instructifs et utiles, puisque nous cherchons tous à améliorer notre compétitivité. N'oubliez pas, bien travailler, c'est gagnant. Je m'appelle Sandra McGillivray et je suis directrice générale chez Valency. J'ai le plaisir de collaborer avec le Construction Industry Institute, ou CII, depuis de nombreuses années. Et Valency est un fournisseur de formation inscrit pour le Construction Industry Institute et le Project Management Institute. Au cours des dernières années, nous avons mené des études dans le domaine de la gestion des risques avec CII. Ainsi, je suis heureuse de vous faire part de pratiques efficaces qui ont été élaborées au cours des 20 dernières années dans ce domaine. Pour commencer, je voudrais vous expliquer un peu ce que nous faisons chez Valency. Nous adoptons une approche axée sur les solutions globales afin d'aider nos clients à mettre en œuvre des pratiques exemplaires dans le secteur de la construction, notamment des pratiques en matière de gestion des risques. Nous allons mettre l'accent sur ce dernier point aujourd'hui. Les solutions que nous offrons comprennent des évaluations structurées des pratiques en matière de gestion de projet. Elles apportent des perspectives à nos clients et les aident à prioriser les domaines où il faut investir pour assurer une amélioration continue. Nous offrons également des services de mise en œuvre de pratiques en matière de gestion de projet, notamment en matière de gestion des risques. Nous offrons aussi des formations sur les pratiques exemplaires du CII et nos équipes animent des ateliers sur les mesures de la portée du projet et sur les évaluations des risques dans le monde entier. Le webinaire d'aujourd'hui porte sur les pratiques exemplaires du Construction Industry Institute et sur les façons de mettre en œuvre ces pratiques exemplaires afin de gérer efficacement les risques et les projets d'immobilisation. Nous présenterons tout d'abord le processus de gestion des risques. Nous mettrons en évidence les avantages de la gestion des risques et décrirons la façon dont elle peut améliorer la certitude quant aux coûts et aux échéanciers. Nous décrirons les étapes du processus de gestion des risques et mettrons particulièrement l'accent sur la façon dont elle s'applique au projet d'immobilisation. Enfin, nous présenterons notre feuille de route vers le succès, ainsi que les possibilités de formation actuelles qui vous aideront à mettre en œuvre les pratiques exemplaires en matière de gestion des risques du CII. Pour commencer, voici la définition du risque de projet provenant du Project Management Institute. Le risque de projet est une situation ou un événement incertain qui, s'il se produit, peut avoir un effet positif ou négatif sur les objectifs du projet. Très souvent, on ne pense au risque du projet que de façon négative, mais il faut plutôt se concentrer sur le niveau d'incertitude entourant cet événement ou cette situation. La gestion des risques d'un projet renvoie au processus de contrôle des effets positifs et négatifs afin qu'on puisse assurer la réussite d'un projet. Dans un projet d'immobilisation, notre rôle influencera assez fortement nos perceptions sur ce que sont les risques actuels et potentiels. En effet, un risque pour un propriétaire n'en représente peut-être pas un pour un entrepreneur. Si vous êtes propriétaire, les principaux risques qui vous préoccupent en général sont notamment liés à la certitude quant à vos coûts d'investissement, d'exploitation et d'entretien ou quant à la pertinence des qualifications de vos concepteurs et entrepreneurs. Des incertitudes technologiques sont peut-être votre priorité. Si vous êtes un concepteur et que vous devez faire preuve de discernement et de diligence dans l'exécution des tâches de conception et d'ingénierie, vous voudrez peut-être davantage vous assurer que vous avez effectué une évaluation exhaustive des solutions de rechange, que vous avez consulté tous les codes, règlements et exigences en matière de sécurité à l'échelle locale et vérifié si des changements prévisibles pourraient avoir une incidence sur ceux-ci et que vous disposez des spécifications et des plans adéquats. Enfin, si vous êtes un entrepreneur, vous courez un grand nombre de risques dans chaque projet que vous entreprenez. Vous devez vous concentrer sur les différents risques liés à la disponibilité et à la productivité de la main-d'œuvre, à la pertinence des qualifications de tous les sous-traitants et fournisseurs, aux interruptions des activités ou grèves de la main-d'œuvre et à la capacité du propriétaire de fournir une portée bien définie. De plus, selon la manière dont les contrats sont rédigés, les risques liés aux différentes conditions du chantier, qui représentent des risques vraiment importants pour nous tous, peuvent représenter des risques pour l'entrepreneur et peuvent être transférés de l'entrepreneur au propriétaire. Ainsi, il y a de nombreuses perceptions différentes des sources des risques. Au cours des 10 dernières années, la pratique en matière de gestion des risques a suscité un grand intérêt dans le cadre de projets d'immobilisation de grande envergure et de nombreuses entreprises ont pu constater les avantages d'adopter un processus formel de gestion des risques dans le cadre de certains de ces projets. Ce processus permet notamment de renforcer la collaboration et la discussion entre les intervenants.
De plus, les séances de détermination des risques organisées tôt dans le projet permettent de déterminer des réponses aux risques et de gérer ces risques de façon proactive. Lorsqu'un registre de risque devient un outil de communication courant dans le cadre d'un projet, le degré de transparence concernant les risques augmente également, ce qui procure un avantage à toute l'équipe et au groupe d'intervenants. Toutes ces étapes permettent au chef de projet de prendre des décisions avec une plus grande confiance. Enfin, les statistiques sont vraiment éloquentes. Le fait de gérer les risques contribue clairement à gérer plus efficacement la certitude quant à l'échéancier et au coût. La bonne nouvelle est que même si ces avantages ont commencé à être payants dans des projets de grande envergure, ils évoluent en fonction de la taille et de la complexité du projet sur lequel vous travaillez actuellement. Regardons par exemple certaines données d'étalonnage du Construction Industry Institute. CII effectue des analyses comparatives sur le rendement des projets. Et lorsque ces analyses concernent la gestion des risques, les données révèlent que les entreprises qui mettent en œuvre un processus formel de gestion des risques enregistrent une réduction de 10,1 % des risques liés à la prolongation de l'échéancier. De la même façon, le processus formel de gestion des risques aura une incidence sur la progression des coûts. Les données d'étalonnage du CII fournissent des renseignements encore plus précis. Elles montrent que si l'on a mis en œuvre un processus de gestion des risques avant que le projet ait été autorisé, la progression des coûts diminuera de 9,4 % par rapport au projet dont le processus de gestion des risques a été mis en œuvre après l'autorisation du projet ou qui se trouve dans la phase de conception détaillée. Il faut ainsi tenir compte de ces chiffres importants. Le processus de gestion des risques recommandé par le CII comprend 5 étapes principales. La première étape consiste à déterminer les risques qui pourraient avoir une incidence sur vos projets et à les consigner. La seconde étape consiste à évaluer les risques et à se pencher sur leur incidence potentielle sur les coûts et l'échéancier. Disposant de ces renseignements, votre équipe de projet pourra mieux établir l'ordre dans lequel elle répondra à ces risques. La troisième étape consiste à effectuer une analyse quantitative des risques. La quatrième étape consiste à élaborer des réponses aux risques. À cette étape, votre équipe de projet déterminera la meilleure stratégie à mettre en place et les mesures à prendre pour chacun des risques qu'elle a décelés. Dans le cadre de la dernière étape de ce processus répétitif, il s'agit de surveiller et de contrôler les risques du projet. De la même façon qu'on surveille et qu'on contrôle l'évaluation des coûts et de l'échéancier tout au long du projet, cette étape consiste à examiner l'évolution des réponses aux risques convenus et les changements quant à l'exposition aux risques, ainsi qu'à continuer de cerner les nouveaux risques à mesure que le projet avance. Dans le webinaire d'aujourd'hui, nous emploierons l'expression « atelier sur les risques ». Cet atelier renvoie à l'étape de détermination et d'évaluation des risques dans le cycle de vie d'un projet, puisque ce processus de gestion des risques est répétitif. Le premier facteur de succès déterminant du processus formel de gestion des risques consiste à garder à l'esprit que ce processus n'est pas une activité ponctuelle. Le fait de gérer des projets de différentes tailles ne signifie pas que le processus de gestion des risques est terminé après qu'on l'ait mis en œuvre une première fois. Les risques peuvent continuer d'évoluer avec le temps selon la complexité du projet. Lorsqu'on met en œuvre un processus de gestion des risques, il faut penser à la meilleure façon de répondre aux besoins du projet en fonction de sa taille et de sa complexité. En général, pour des projets de grande envergure, le CII recommande d'organiser des réunions d'examen des risques dans les premières phases du cycle de vie du projet. Ces réunions peuvent commencer à la fin de la planification des activités avant votre décision de mettre en route le projet ou pendant la phase de faisabilité, mais elles doivent se dérouler avant d'avoir fini de détailler la portée. D'après notre expérience, dans le cadre de projets de petite envergure où l'on déploie assez souvent davantage d'efforts dans la planification préliminaire, il est en général suffisant d'organiser une réunion d'examen des risques à ce stade. Si votre projet évolue pour atteindre les phases d'exécution, nous vous recommandons de planifier un atelier sur les risques, tôt dans chacune des étapes de conception détaillée, de construction et de mise en service. Il est aussi important de mentionner que la mise en place d'ateliers sur les risques peut représenter un changement considérable de processus pour les équipes qui gèrent des projets de petite et moyenne envergure. On est tous pressés par le temps. Alors, il faut s'attendre à rencontrer une certaine résistance lorsqu'on planifie encore une réunion pour le processus d'un projet. À mesure que vous réalisez ces étapes de suivi, je vous suggère d'examiner en détail les données de l'étalonnage mentionnées aujourd'hui pour pouvoir les appliquer. C'est une sorte de démonstration de la façon dont ces données ont une incidence sur le secteur. Examinons maintenant les meilleures stratégies qui vous permettront d'obtenir un processus de gestion des risques très efficace. De nombreuses stratégies de détermination des risques existent.
La plus efficace, que nous avons relevée dans les projets d'immobilisation dans le cadre des études du CII, est la séance de remue-ménage classique. Il s'agit de la stratégie la plus couramment utilisée avec les intervenants, les experts en la matière et les experts externes. Une séance de remue-ménage sera plus efficace si elle est animée par une personne externe à l'équipe de projet. Un bon animateur aidera votre équipe à organiser une séance structurée et à créer un milieu sûr, afin que les participants se sentent à l'aise de donner leur point de vue, ainsi qu'à éviter toute influence de certaines fortes personnalités. La seconde stratégie couramment utilisée consiste à mener des entrevues structurées. À cette fin, il faut préparer une série de questions que l'on suit afin que la conversation soit structurée et permette d'examiner les problèmes qui peuvent être mis en relief pendant la discussion. Les entrevues structurées sont souvent utilisées dans le cadre d'une séance de remue-ménage. Les deux stratégies combinées permettent d'obtenir le point de vue de personnes clés, d'experts et de hauts dirigeants qui pourraient ne pas pouvoir participer à la séance de remue-ménage pour diverses raisons. La troisième stratégie de détermination des risques consiste à effectuer un examen approfondi des documents relatifs au projet. Certains des documents les plus importants à consulter sont le mandat du projet, l'analyse de rentabilité, les documents relatifs à la portée et à la conception de projet, le plan d'exécution du projet et bien sûr l'estimation des coûts et l'échéancier du projet. Si vous avez utilisé un indice de définition de projet pour mesurer la définition de la portée de votre projet, il est recommandé d'en examiner le rapport sommaire connexe. Il fera normalement apparaître les lacunes et les risques qui sont survenus pendant la séance. La quatrième stratégie très efficace consiste à utiliser une liste de vérification pour la détermination des risques. De nombreuses entreprises élaboreront une liste de risques en fonction des leçons qu'ils ont apprises dans des projets semblables. En 2014, j'ai eu le privilège de faire partie d'une équipe de recherche dirigée par le CII. Nous avons publié un rapport spécial sur la gestion des risques et trouvé 27 publications du CII qui existent déjà et qui portent sur la détermination des risques. Cette année, l'équipe a fini d'examiner toutes ces publications et a élaboré une liste de vérification pour la détermination de plus de 150 risques les plus courants dans le cadre de projets d'immobilisation. Cette liste de vérification, dans laquelle on peut ajouter de l'information supplémentaire, est une ressource essentielle pour commencer. Afin de susciter un sentiment de confiance chez les intervenants, il est important de suivre un processus bien structuré et efficace lorsqu'on détermine les risques. Nous recommandons d'utiliser une structure de répartition des risques permettant de créer un calendrier. Que vous meniez une séance de remue-ménage ou que vous organisiez les risques que vous avez décelés. L'exemple donné ici concorde avec la façon dont nous avons organisé notre liste de vérification pour la détermination des risques. Tout comme une structure de répartition du travail, votre structure de répartition des risques doit être adaptée à votre entreprise, ainsi qu'à la taille et à la complexité de votre projet. L'établissement d'une structure de répartition des risques au moyen de la gestion des risques permet d'examiner de façon exhaustive chacun des domaines d'incertitude potentiels, d'assurer l'uniformité de la gestion des risques d'un projet à l'autre et de bien gérer le temps des participants lors de la détermination des risques. Notre principal outil de gestion des risques est le registre des risques. La consignation des risques au moyen de cet outil constitue une pratique exemplaire à suivre. Lorsqu'on consigne les risques déterminés dans le cadre de discussions d'équipe, il faut veiller à structurer la description de chaque risque, à consigner la phase dans laquelle on s'attend à ce que le risque se matérialise et, enfin, à déterminer la principale incidence, qui est normalement sur le coût ou sur l'échéancier. Bien que des paramètres supplémentaires puissent être utilisés à mesure que les entreprises deviennent plus habituées à gérer des risques. À première vue, rédiger des descriptions structurées des risques n'est pas inné, mais c'est une compétence que l'on peut assez bien développer. Il y aura toujours différents styles de rédaction de description, mais il faut simplement s'assurer que les éléments consignés concordent. La méthode qui nous semble la plus simple consiste avant tout à nommer les risques et les incertitudes cernées. Ensuite, il faut indiquer de manière concise la cause des risques, c'est-à-dire le fait ou l'état derrière ceux-ci. Enfin, il faut consigner l'effet de ces risques potentiels ou le résultat possible, si ce risque se matérialise. Pour vous donner un exemple, examinons un récent projet de construction. L'équipe a cerné un risque de présence d'amiante. La cause du risque est la démolition d'un entrepôt des années 1970 qui pourrait entraîner la découverte d'amiante. Enfin, cette découverte pourrait avoir un effet d'augmenter les coûts du projet. Le CII offre de nombreux modèles de registre des risques. Le modèle le plus adapté que nous avons trouvé se trouve dans la ressource de mise en œuvre 280-2. Parmi les nombreux modèles offerts,
Le registre des risques de niveau 2, qui permet la détermination et l'évaluation qualitative des risques, s'est élevé le plus utile. Ce registre est facile à utiliser et on peut décrire les risques dans les phases prévues à cet effet et en faire le suivi dans le processus. Nous allons présenter ce modèle de registre des risques sous peu. La pratique en matière de gestion des risques du CII offre des conseils sur la meilleure façon d'évaluer les risques dans votre projet. Le niveau 1 comprend seulement la détermination des risques. Par exemple, si un projet de 500 000 $ nécessite l'approvisionnement et le remplacement d'une pièce d'équipement importante, il est possible qu'il y ait peu de risques et que ceux-ci puissent être réglés facilement sans qu'une évaluation soit nécessaire. Le niveau 2 renvoie à l'évaluation qualitative ou à l'évaluation des risques déterminés. L'ajout de cette étape d'évaluation nécessite de prendre en compte l'incidence et la probabilité de chaque risque et ensuite de classer les risques à gérer par ordre de priorité dans la liste. L'évaluation qualitative des risques prend plus de temps, mais même dans le cadre d'un projet de 500 millions de $, on peut facilement cerner de 15 à 25 risques. La prise en compte de la probabilité et l'incidence permet d'établir un ordre de priorité de nos efforts pour l'établissement des réponses aux risques. Enfin, le niveau 3 renvoie à l'analyse quantitative et probabiliste des risques. Il s'agit d'une analyse supplémentaire au moyen de la répartition des probabilités qui fournit une estimation des coûts et de l'échéancier à un certain niveau de certitude souhaité. Normalement, l'évaluation du niveau 3 est utilisée dans des projets d'immobilisation de grande envergure, puisqu'elle est beaucoup plus longue et qu'elle nécessite au préalable la réalisation d'une évaluation qualitative des risques visant à fournir des données dans le processus. Pour les entrepreneurs, l'analyse quantitative ou probabiliste des risques devient souvent nécessaire pour déterminer les fonds dont il faut disposer en cas d'imprévu dans le cadre d'importantes soumissions. Puisque nous nous adressons à un large public aujourd'hui, nous allons présenter l'évaluation qualitative des risques du niveau 2. Lorsque tous les risques ont été cernés dans l'étape précédente, votre équipe de projet est prête à évaluer l'incidence potentielle des risques sur les coûts et l'échéancier. L'équipe évalue chaque risque en fonction de l'incidence et de la probabilité. L'un des plus grands avantages de commencer avec les modèles du registre des risques du CII est qu'ils sont préconfigurés avec des tableaux d'incidence et de probabilité qui peuvent être personnalisés selon vos paramètres de projet, notamment la valeur et la durée de votre projet et la valeur estimée d'une journée de retard dans la réalisation du projet selon l'échéancier. Le modèle de registre des risques préconçus comporte les tableaux d'incidence sur les coûts et sur l'échéancier. Chaque tableau comporte 5 niveaux d'incidence et une série de valeurs pour chaque niveau provenant des études du CII est présentée à titre indicatif. Cependant, vous pouvez modifier ces valeurs pour qu'elles soient adaptées à vos exigences en matière de risque dans votre projet. Le tableau des probabilités est le second élément préconfiguré du modèle de registre des risques. Il comporte également 5 niveaux, dont les valeurs faibles et élevées par défaut provenant des études du CII qui sont présentées à titre indicatif. Dans les 2 tableaux d'incidence et de probabilité, vous pouvez configurer les séries de valeurs afin de répondre à vos paramètres particuliers d'évaluation des risques. À mesure que l'équipe avance dans l'évaluation du niveau d'incidence et de probabilité de chaque risque, elle entre la valeur du niveau dans le registre des risques. Le niveau du risque est sélectionné automatiquement et permet de calculer le classement global d'un risque, élevé, moyen ou faible, au moyen de 2 valeurs, ainsi que la valeur moyenne du risque en dollars. La valeur moyenne du risque en dollars devient utile lorsque, par exemple, tous les risques sont considérés comme des risques de niveau moyen et qu'il faut ajouter des renseignements supplémentaires pour établir l'ordre de gravité. Une autre stratégie efficace pour classer les risques consiste à utiliser une carte thermique. Quand tous les risques sont de niveau moyen, analyser visuellement les probabilités de l'incidence peut aider à classer plus facilement ces risques par ordre de gravité. L'exemple présenté ici provient du tableau de bord de registre des risques de Valency dont nous parlerons plus en détail sous peu. J'aimerais présenter quelques exemples de résultats obtenus lors d'un atelier animé sur les risques. Cet atelier concernait un projet visant à surélever la digue d'un bassin d'eau usée existant par l'installation de nouvelles pales planches métalliques le long de la digue. Le bassin avait été construit à la fin des années 1950 pour contenir les eaux usées huileuses. À la fin des années 1990, on a utilisé une nouvelle technologie de traitement biologique et augmenté le niveau d'eau pour accroître le taux d'oxygène. L'entrepreneur a obtenu le dessin de récollement original et a planifié d'installer ces pales planches métalliques le long de la digue.
Le directeur de projet de l'entrepreneur voulait savoir s'il y avait des ponceaux, des tuyaux ou tout autre élément enterré, mais les membres de l'entreprise ne pouvaient pas confirmer la présence de quoi que ce soit. Il a décidé qu'il était temps d'organiser un atelier sur les risques et s'est assuré que des représentants de l'équipe du propriétaire et les exploitants du secteur y participent. Un exploitant, qui travaillait dans le secteur depuis une quarantaine d'années, a participé à l'atelier et a confirmé que la digue avait été modifiée 2 fois et que le dessin avait été revisé. Un tuyau de ponceau de 24 pouces avait été ajouté, mais par la suite, on l'avait abandonné et scellé avec du béton à chaque extrémité après la modification de la trajectoire de l'effluent. Il était assez évident pour tous les participants qu'ils auraient sans doute heurté le tuyau de ponceau, ce qui aurait pu causer une fuite d'eau usée ou non traitée dans les terrains marécageux. Le directeur de projet de l'entrepreneur a demandé ce dessin revisé. Il a fallu quelques jours au propriétaire pour l'obtenir et le plan a pu être modifié en conséquence. Ainsi, la réponse au risque a engendré des coûts supplémentaires, mais l'atténuation des risques a permis d'éviter une catastrophe. Nous constatons à maintes reprises ces types de risques dans le cadre de projets de rénovation et de travaux d'entretien majeurs. Passons à l'étape suivante, à savoir la réponse au risque. Le deuxième facteur de succès déterminant que nous voudrions présenter aujourd'hui est la réponse au risque. Même si l'atelier sur les risques s'est très bien déroulé, si votre équipe saute l'étape consistant à établir des réponses aux risques, elle aura un faux sentiment de sécurité. Chaque risque nécessite une réponse si on veut éviter qu'elle ne se matérialise ou si on veut réduire son incidence, ou les deux. Voici les 4 stratégies principales de réponse au risque. La première stratégie consiste à éviter et à s'assurer que le risque n'a aucun effet sur le projet. Elle doit être généralement mise en œuvre chaque année, tôt dans le projet. La deuxième stratégie consiste à transférer le risque à un tiers qui est mieux placé pour gérer ce risque, par exemple en souscrivant une assurance ou en ayant recours à un sous-traitant. La stratégie consistant à atténuer est la réponse au risque la plus utilisée. Il s'agit de déterminer un ensemble de mesures que votre équipe peut prendre pour éviter que le risque ne se matérialise ou pour réduire l'incidence de ce risque, ou les deux. Enfin, on peut choisir d'accepter. Cette stratégie ne nécessite aucune action, à moins que le risque ne se matérialise vraiment. Ainsi, l'équipe de projet pourrait normalement élaborer un plan de contingence et le mettre en œuvre si le risque se matérialisait. Examinons un exemple de réponse au risque. Nous avons cerné un risque de perturbation des activités lors du remplacement du système de chauffage, de ventilation et de climatisation, en raison d'une mauvaise coordination de l'installation avec le service de l'exploitation. Cette opération pourrait entraîner la suspension des activités afin de protéger la santé du personnel. L'équipe examine diverses possibilités et, finalement, choisit la réponse la plus simple, consistant à planifier le remplacement pendant la fin de semaine. Dans l'exemple de réponse au risque précédent, l'équipe de projet a examiné les coûts et les avantages des réponses possibles. Il a dû tenir compte de la valeur du risque inhérent, c'est-à-dire déterminer la valeur du risque en dollars si aucune mesure n'est prise. La valeur du risque a été calculée à partir d'une évaluation des risques, ce qui a permis d'être un peu plus objectif dans le cadre de la discussion concernant un risque particulier. Il a ensuite fallu tenir compte du coût de réponse à ce risque, ainsi que de la valeur du risque résiduel. Les coûts comprennent les coûts de réponse et les coûts de mise en œuvre. La valeur du risque résiduel renvoie à un degré de risque qui reste après la mise en œuvre de cette réponse. Dans la plupart des cas, on peut atténuer un risque et le transformer en risque moyen. Mais même s'il devient faible, il peut encore se matérialiser. Voici un exemple où l'analyse coût-bénéfice a été essentielle. Le projet visant la construction d'un pipeline de 50 km dont le tracé devait traverser 2 ranchs. L'équipe de projet a déterminé que la difficulté à obtenir une approbation réglementaire en raison d'objections de la part d'exploitants de ranch risquait de retarder le projet de 3 mois. Elle a dû s'attaquer à ce risque et prendre des mesures. De nombreuses options étaient possibles pour atténuer, accepter ou même éviter ce risque, dont celle de proposer un autre tracé par exemple. À chaque réponse au risque correspondait un coût et un avantage différents. L'équipe de projet a finalement atténué ce risque en communiquant avec les exploitants de ranch et en leur offrant des indemnités avant qu'ils ne soulèvent publiquement leurs objections. Dans le cadre de cette mesure, l'entreprise avait déterminé une somme maximum qu'elle était disposée à payer pour indemniser chaque exploitant de ranch en fonction de l'incidence qu'un retard de 3 mois aurait eu.
Finalement, elle a efficacement atténué les risques décelés et évité le retard potentiel. Maintenant que nous avons examiné les étapes du processus de gestion des risques, jetons un bref coup d'œil au modèle de registre des risques pour découvrir la mise en œuvre de ce processus. Je vais passer à ma feuille de calcul à ce stade. L'étape suivante que je vous ai présentée dans notre processus de gestion des risques était l'évaluation. Voyons comment effectuer l'évaluation. Après une discussion avec l'équipe de projet, la première étape à suivre consiste à déterminer l'incidence la plus probable du risque. Lorsque la valeur, qui s'appuie sur les paramètres du projet, est faible, la valeur moyenne de ce risque apparaît. Si on remplace la valeur faible par une valeur moyenne, les autres valeurs sont mises à jour en conséquence. De la même façon, examinons et déterminons ce qui est la plus grande probabilité. Les pourcentages de probabilité sont indiqués selon ce qui est saisi dans l'onglet Input Sheet du début. Si le risque est lié à l'échéancier, l'incidence est calculée en fonction du nombre de jours. De la même façon, si l'on modifie le niveau d'incidence probable, le nombre de jours changera. Si on multiplie la probabilité par l'incidence, on obtient la valeur moyenne du risque. Ainsi, on peut classer les risques en fonction de leur priorité, et on obtient également un classement global des risques en fonction de la carte thermique qu'on a définie. L'onglet Dashboard représente votre tableau de bord des risques, que nous verrons plus en détail sous peu. Je vais examiner plusieurs onglets et commencer par celui relatif à nos instructions. Vous vous souvenez sûrement que vous pouvez configurer ce modèle de registre des risques de diverses manières. Vous pouvez y inclure la valeur et la durée du projet, ainsi que la valeur d'une journée de retard, afin d'examiner les variables d'incidence sur les coûts et l'échéancier. Dans ce modèle, vous pouvez également configurer les phases du projet afin qu'elles reflètent celles dont vous vous servez dans votre processus de gestion du projet. Dans l'onglet Identification, l'équipe de projet consignera chaque risque cerné et la phase correspondante dans laquelle elle devrait se matérialiser, et elle déterminera si le risque a une incidence sur le coût ou une incidence sur l'échéancier. Passons à l'onglet Input Sheet. Nous avons déjà parlé des tableaux d'incidence et de probabilité qui sont configurables. Le CII fournit des intervalles recommandés pour chacun de ces tableaux, mais vous pouvez configurer les cases en jaune afin de répondre aux paramètres propres à votre entreprise. Dans la partie inférieure se trouve également une carte thermique qui servira à classer les risques. Dans cet exemple, si un risque a une faible incidence mais une probabilité élevée, il s'affiche comme un risque moyen avec le code de couleur attribué à ce niveau de risque. Si vous voulez que ce risque devienne un risque moyen élevé ou élevé, il suffit de cliquer sur la carte thermique afin de la configurer pour représenter ce risque dans notre registre des risques. Le prochain onglet porte sur la réponse au risque. La première étape à suivre pour inscrire ces réponses au risque consiste à indiquer sa stratégie d'évitement, de transfert, d'atténuation ou d'acceptation, à fournir une brève description de la réponse au risque ainsi qu'à indiquer la personne responsable du risque et le coût estimé de cette réponse. Cette étape est également importante lorsqu'on fait le suivi des événements déclencheurs d'un risque qu'on a décidé d'accepter. Dans la dernière étape, la réponse au risque mise en œuvre devrait permettre de réduire leur incidence possible et la probabilité qu'il se matérialise. Après avoir fait face au risque, il faut consigner le degré d'incidence et de probabilité, et on obtient la valeur après la réponse. On espère pouvoir passer d'un risque élevé à un risque moyen ou d'un risque moyen à un faible risque. Cet onglet représente le sommaire et souvent un rapport de ce qu'on a effectué pour déterminer où on en est avec tous ces risques. Il comprend tous les renseignements du sommaire nécessaires pour présenter un rapport à son équipe. Tout en gardant à l'esprit notre rapport sommaire et notre tableau de bord tiré du registre des risques, passons à l'étape finale consistant à surveiller et à contrôler les risques. L'intégration de la surveillance des risques dans le cadre des réunions périodiques sur l'état des projets constitue l'une des étapes les plus importantes pour transformer la gestion des risques en un élément de la culture de projet. C'est à cette étape qu'on peut fixer l'attention de l'équipe sur un risque cerné, qu'on peut suivre ses progrès quant à l'exécution des réponses aux risques et qu'on peut mettre en place des plans de contingence. Pour appuyer cette démarche le plus efficacement possible, il faut disposer d'un rapport sur l'état des risques et d'un tableau de bord qui donne à l'équipe une brève mise à jour sur les risques, de la même façon qu'on fournit une mise à jour sur la rentabilité ou sur le respect de l'échéance lors d'une réunion mensuelle sur l'état des projets.
L'exemple du rapport sur l'état des risques que vous voyez ici a été produit au moyen du tableau de bord du registre des risques. Examinons les éléments de ce rapport. Dans le coin supérieur gauche se trouve un tableau représentant l'état actuel des risques cernés. Il permet de déterminer le nombre de nouveaux risques matérialisés et maîtrisés le mois précédent, ainsi que le nombre des risques actifs gérés ou qui ne le sont pas encore. Dans le coin supérieur droit se trouve la liste des 10 risques principaux classés par ordre de priorité. On peut amener l'équipe à discuter brièvement de ces risques. Dans le coin inférieur gauche se trouve une répartition des risques par phase de projet. Les risques qui n'ont pas encore été gérés y apparaissent également. Si votre équipe effectue actuellement une planification préliminaire et que vous avez décelé des risques, il serait sage d'élaborer des réponses aux risques qui vont se matérialiser pendant la planification préliminaire ou peut-être dans la phase de conception détaillée. Mais il serait peut-être nécessaire d'attendre d'avoir plus de renseignements pour pouvoir gérer les autres risques dans la phase de construction. Enfin, dans le coin inférieur droit, la carte thermique est une représentation graphique de la répartition des risques en fonction de la probabilité et de l'incidence. Les membres de votre équipe peuvent constater très rapidement que le risque numéro 5, qui est relié au retard d'approbation environnementale, est de loin le risque le plus élevé qu'il faut gérer. À mesure que l'on avance dans la phase du projet, il faut aussi veiller à diriger les ateliers de planification des risques afin de surveiller les nouveaux risques du projet. Il suffit de considérer ces ateliers sur les risques comme des objectifs clés à atteindre et de les intégrer dans l'échéancier au début du projet. Malgré ces obstacles, la bonne nouvelle est qu'un solide plan de mise en œuvre permet de gérer efficacement les risques dans des projets de taille et de complexité très diverses. Il faut seulement s'attaquer à ces obstacles dès le départ. Par conséquent, si on veut en examiner quelques-uns plus en profondeur, on doit veiller à fournir une formation adaptée aux directeurs de projet, qui sont souvent responsables de la gestion des risques, et aux membres des équipes, parce que leur appui et leur soutien deviennent vraiment essentiels si on veut qu'ils participent au processus. Ensuite, on doit prendre en compte le temps nécessaire à la gestion des risques et en évaluer le processus afin de l'adapter efficacement à la taille et à la complexité du projet. La méthode d'exploitation standard qui peut très bien fonctionner pour des projets de grande envergure doit absolument être adaptée afin qu'elle continue d'apporter de la valeur et une gestion des risques dans le cadre de projets de plus petites envergures. Enfin, il faut veiller à donner à son équipe de projet des outils efficaces. Le CII met à votre disposition une panoplie de publications, dont plus de 32 publications sur la gestion des risques. Ce nombre de publications peut sembler énorme si l'on gère des projets de petites envergures, mais elles ont été regroupées afin d'être plus facilement accessibles. Il s'agit là de l'un des domaines dans lequel travaille Valency. Nous avons soigneusement tenu compte des obstacles et les avons intégrés dans notre feuille de route vers le succès de la gestion des risques. Nous avons adopté cette même approche pour mettre en œuvre les pratiques de planification préliminaire, notamment le Project Definition Rating Index. Ce programme a été conçu pour mettre en œuvre la gestion des risques au moyen des leçons apprises dans le secteur. Ainsi, nous avons découvert 4 composants qui contribueront à une mise en œuvre réussie. Le premier consiste à inclure une formation structurée en salle de classe. Cette formation a l'intention de tous les intervenants dans le projet qui participeraient normalement à des ateliers sur les risques commence par un atelier de 2 jours. L'atelier du premier jour traite des principes nécessaires pour accomplir efficacement chacune des étapes que nous avons parcourues aujourd'hui. Nous organisons des études de cas interactives en petits groupes afin que tous les participants acquièrent une expérience pratique en ce qui concerne la détermination des risques, le fonctionnement des étapes d'évaluation des risques, l'élaboration des réponses aux risques et l'utilisation du registre des risques. L'atelier du deuxième jour porte principalement sur 2 sujets. La rédaction d'un plan de gestion des risques adapté à la taille et à la complexité du projet et les étapes nécessaires permettant de passer d'un projet pilote à des pratiques de gestion de risques dans l'entreprise. Le contenu de ce cours est entièrement accrédité par le CII et le PMI. Le deuxième composant est les outils efficaces nécessaires pour répondre aux besoins de vos projets. Aujourd'hui, nous avons présenté de nombreux outils qui font partie de notre programme, notamment le registre des risques, les tableaux de bord de production de rapports pour les données de gestion des risques, les structures de répartition des risques et la liste de vérification pour la détermination des risques.
Le troisième composant est les services de soutien en matière d'animation pour vos premiers ateliers sur les risques. Nous avons réalisé qu'un animateur et qu'une méthode de formation permettent de fournir un excellent modèle à suivre aux membres de votre équipe sur le terrain. Ces derniers peuvent être formés à ces techniques d'animation directement par nos consultants. Le dernier composant est le soutien pour la mise en œuvre. Notre travail au cours des 5 dernières années nous a permis de réaliser que la mise en œuvre de toute nouvelle pratique est une aventure en soi. Ainsi, nos périodes de soutien visant la mise en œuvre durent en général de 6 à 12 mois selon la pratique avec laquelle nous travaillons. Retournons à nos objectifs initiaux fixés pour le webinaire. Comment le processus de gestion des risques de CII vous aide-t-il à gérer plus efficacement les risques d'un projet? Tout d'abord, nous avons présenté le processus de gestion des risques d'un projet du CII. Ensuite, nous avons mis en relief les avantages de ce processus sur le plan de l'analyse comparative des coûts et de l'échéancier et avons décrit la façon de le mettre en œuvre. Nous avons présenté les étapes du processus de gestion des risques en mettant particulièrement l'accent sur des solutions qui permettront de gagner du temps et d'être plus efficaces dans les projets de construction. Enfin, nous avons présenté notre feuille de route vers le succès et les formations que nous offrons qui permettent aux entreprises de tirer profit de la mise en œuvre de ces pratiques en matière de gestion des risques. À mesure que nous avons avancé dans le webinaire, nous avons présenté le modèle de base du CII. Lorsqu'on entame un processus de gestion des risques, c'est plus simple de commencer à analyser l'incidence des risques sur les coûts et l'échéancier. Cependant, les modèles que nous utilisons chez Valency peuvent être adaptés à ce modèle de base et permettent d'ajouter des paramètres de catégories supplémentaires: qualité, santé et sécurité, réputation et selon la complexité des paramètres des risques. Cependant, aujourd'hui, nous avons essayé de vous présenter un modèle simple. Pour en savoir plus et regarder nos autres webinaires, visitez le site web construforce.ca.